Et bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un write-up de la box Lime sur Hackthebox. Alors, comme vous voyez, c'est une box qui a été retirée, l'adresse IP est très basse, c'est-à-dire que c'est même l'une des premières machines qui a été mise en place sur Hackthebox. Et du coup, on peut voir qu'elle est considérée vraiment comme extrêmement facile. Et on verra pourquoi les gens l'ont voté comme ça. On peut même voir que d'ailleurs, quelque chose qui est une bonne indication, c'est qu'ici, on a plus de users qui ont eu le root que de users qui ont eu juste l'utilisateur courant. Comment ça se fait? Alors, on verra, mais très souvent, quand c'est des machines comme ça, c'est qu'en fait, on atterrit directement root et les gens vont directement chercher le flag root et certains oublient d'aller chercher celui normal. Donc, lame, première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a une nouvelle box et on va rajouter dans etc host. Là, on peut voir que j'ai mis dans l'ordre, on va dire, des adresses IP. Donc c'est la première, je l'avais déjà rajouté, lm.htb. On va, comme à notre habitude, faire un petit scan nmap dessus, lm.htb. Alors moi évidemment, j'utilise un alias scan qui est en fait nmap avec les options -grand A qui va faire un scan agressif. Donc -grand A, il me semble que c'est la concaténation de -grand T4, quelque chose comme ça. Il y a du traceroute qui est fait. Il y a du -sv-c pour. Alors, je sais pas si le T4, moi je crois pas qu'il y a le -grand T qui est mis en place. En tout cas, il y a le -sv pour avoir la version des différents services qu'il aura scanné et le -sc qui va exécuter des scripts, des scripts nmap si jamais il y a une version spécifique ou un service spécifique qui tourne sur la machine et qui a un script qui est associé. Concrètement, un exemple de script, c'est que si jamais il trouve un FTP, donc le port 21 qui est ouvert, eh ben, il va peut-être lancer le script pour essayer de se connecter directement en Anonymous et du coup on aura l'information sans avoir besoin de le faire manuellement. Donc ça va prendre un peu de temps, mais normalement au pire je vous retrouve une fois que c'est fini. Ok, le scan vient de se terminer, du coup on peut voir, on a le port 21 qui est ouvert avec le numéro de version. On peut voir qu'on peut se connecter en Anonymous dessus, donc sans avoir besoin de créer une chose spécifique. On a le port 22, pareil avec un numéro de version. Et on a Samba, donc SMB, sur le port 139 et 445. Ici, c'est on peut aller checker aussi, mais c'est un faux positif d'Nmap, il n'y aura rien sur ce port-là. Je ne sais même pas s'il est ouvert de base. Ok, donc port 21, on peut tenter de se connecter en Anonymous dessus, donc 10.10.10.3 ou bien avec lame.htb, peu importe, les deux sont pareils. On spécifie Anonymous pour se connecter, on ne rentre pas de mot de passe, et là on est bien connecté. Donc on peut faire un ls-la pour vérifier s'il y a des dossiers ou des fichiers sur ce FTP. Là en l'occurrence on peut voir qu'il n'y a rien parce que le point c'est le répertoire courant et les deux points c'est le répertoire parent. On ne peut pas remonter plus haut que là où on est déjà, ls-la, on est toujours au même endroit. Ok. Toujours faire un quand on fait un LS, alors c'est vrai quand on est sur une machine à attaquer, mais également au niveau de FTP, toujours rajouter le flag-A. Pourquoi? Parce que le "-A, ça va afficher absolument tous les fichiers et tous les dossiers. Ça veut dire que si jamais on avait un fichier caché ou un dossier caché ici, on l'aurait vu. Si on avait fait qu'un ls, par exemple "-l", bah là ça me met qu'il n'y a rien, effectivement, mais s'il y avait un fichier qui commençait par exemple .toto, parce que sous Linux, les fichiers, on va dire cachés, commencent par un point, eh ben on l'aurait pas vu, on aurait loupé une information. Ok, donc là, FTP, on peut pas faire grand-chose. Cependant, on peut tester, peut-être qu'on peut upload un fichier directement sur le FTP, et après, on va pouvoir, via un autre service, accéder au fichier qu'on aura uploadé et l'exécuter. Peut-être qu'on peut avoir un shell grâce à ça. Donc on va créer un fichier aléatoire avec la commande touch, notamment test.txt, qui ne contient rien, c'est juste pour vérifier si on peut upload quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dessus, ftp.10.10.3. On se reconnecte en Anonymous, sans password, et là on va faire un put de test.txt. Et là, quand on essaye de le push, donc du local en remote, il me dit qu'il ne peut pas créer le fichier. Ok, donc ça ne nous sert à rien. On a fait à peu près le tour de FTP. Il nous reste à checker la version, si la version est vulnérable. Alors, je vais remove mon test.txt parce que ça ne sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur Internet, sur Google,
et on va taper la version de notre FTP. Donc si on reprend le scan map, on avait vu que c'était VSFTPD 2.3.4. On va regarder ça directement sur Internet. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Hop, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, il y a des versions qui ont l'air vulnérables de 2.3.4 qui correspondent à des backdoors et qui nous permettent de faire une exécution de commande. Heureusement pour nous, il y a déjà un module Metasploit qui est disponible pour qu'on puisse l'utiliser directement et automatiser la chose. On pourrait également récupérer le code directement en version Python. Je ne sais pas dans quel langage c'est écrit, mais j'imagine que c'est Python, pour l'exécuter à la main. On peut également regarder le code, à quoi il correspond. Là, on voit que c'est en Python. On peut également essayer de comprendre l'exploit. Donc là, on voit que l'exploit il est vraiment très court et en fait, la backdoor, elle était dans l'utilisation d'un username. C'est-à-dire que on pouvait mettre n'importe quel user pour se connecter au FTP. Si derrière, on rajoutait un smiley, peu importe le mot de passe qu'on mettait, on avait accès directement au FTP en question. Donc, la backdoor, c'était rajouter un smiley à la fin de n'importe quel pseudo pour, c'était une sorte de mot de passe de sésame pour qu'on puisse rentrer sans avoir besoin de mettre le mot de passe. On pourrait tester manuellement aussi. Ce qu'on va faire, comme on est des flemmards, c'est qu'on va utiliser Metasploit. Je vais lancer ma console MSF console. IRQ pour que ce soit en quiet pour ne pas qu'il y ait tous les messages ASCII au début. Donc ça va prendre un peu de temps. En attendant, on peut continuer notre énumération. Alors, notre énumération avec le port 22. Donc le port 22, c'est du SSH. Le numéro de version, normalement, il n'y a rien de vulnérable là-dessus. Ce que j'aime bien faire, je le répète à chaque fois, mais on peut essayer de se connecter en SSH, comme ça, manuellement, sans avoir forcément de user ou de mot de passe. Pourquoi? Uniquement pour tester si on a besoin d'une clé privée pour se connecter. Ça peut nous donner des informations supplémentaires au niveau de la box sur ce qu'on doit chercher ensuite. Donc, SSH 10.10.10.3. Yes. Ok, ça tombe dans le vide, ça pédale. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe rien. Ça a l'air de planter. Ok, donc le SSH, à mon avis, on va pas pouvoir faire grand chose. Okay, donc le SSH, à mon avis, c'est une perte de temps. À mon avis, on s'est filtré, on peut pas se connecter directement. Donc ici, on a notre, alors, hop, on a notre MSF qui s'est lancé. On va faire le search de VSFTPD 2.3.4. On a un match, on n'a qu'un. Donc on va use le module. On va regarder les options à spécifier pour que l'exploit fonctionne. Alors options, avec un S ça marche mieux. On doit spécifier que le remote host. Donc on va faire un set host 10.10.10.3. Hop, c'est fait. On peut revérifier que c'est bien mis. Le port, c'est bien le 21 FTP. Le remote host, hop, ok. On peut lancer l'exploit et on va voir si ça fonctionne. Alors, spoiler, ça ne va pas fonctionner parce que en fait, c'était bien une version vulnérable, mais je pense que dans la machine, ils l'ont patch exprès pour qu'on ne puisse pas l'exploiter. Donc là, on va voir que le truc va fail. En l'occurrence, on va essayer du coup de faire autre chose. On va garder notre MSF ouvert parce que ça met du temps à se lancer et peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Là, la chose qui nous reste, on peut voir que l'exploit c'est bien terminé, mais il n'y a aucune session qui s'est créée vu que c'était pas finalement pas vulnérable. Ici, il nous reste que le serveur Samba. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de l'énumérer simplement. Alors, je vais repasser en route parce que les scripts ils sont dans OTP et sont accessibles que au niveau du route. Donc, moi, je l'ai mis dans OTP. Il y a un tool qui s'appelle Elum for Linux, qui est en fait un outil Perl, donc .pl, qui permet d'énumérer les différents services, enfin le service sur un Linux qui s'appelle SMB. C'est exactement ce qu'on a là. Donc, grand A pour tout énumérer et on va lui donner l'adresse IP 10.10.3. Là, il se lance. Il récupère certaines informations. Alors, encore une fois, spoiler, on verra qu'il n'est pas très utile parce qu'il ne va rien trouver. On ne va pas réussir à se connecter dessus. Donc, si c'est comme ça qu'on n'arrive pas à se connecter dessus, on peut le faire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on va utiliser manuellement SMB Client, qui est un client Samba pour se connecter à des serveurs en remote ou en local. Là, on peut voir qu'il a tenté de se connecter, qu'il n'a pas eu de réponse et qu'il a essayé également de se connecter en mode Anonymous dessus, donc avec sans username, sans mot de passe, mais qu'il n'a pas réussi.
Là, si on tente d'énumérer les différents shares qui sont disponibles sur l'adresse IP 10.10.10.3, on peut voir que lui non plus n'arrive pas à se connecter et qu'il n'est pas possible d'accéder au serveur Samba. Bon, bah là on a fait à peu près le tour aussi au niveau du serveur Samba. La chose qui nous reste à faire, hop, je vais fermer ça, c'est une fois de plus aller checker le numéro de version sur Google. Peut-être qu'on aura des informations supplémentaires. Si on reprend encore une fois notre scan map, on peut voir que la version c'est Samba SMBD 3.x ou enfin 3.x 3.4. Simplement, hop, se rendre dans Google, copier-coller notre résultat. Derrière, on peut rajouter exploit si on veut trouver un exploit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, déjà là, on a des exploits qui existent. Alors, encore une fois, soit en version, on va dire, manuelle, là, qui est un exploit SMB, j'imagine encore que c'est du Python, directement disponible sur GitHub, qu'on peut télécharger et lancer. Et ici, on a aussi du Rapid7, et je crois qu'il y a, voilà, je crois qu'il y a même exploit DB, il y a même une version Metasploit. Ça nous arrange, notre Metasploit est resté ouvert, et on va pouvoir tenter de l'exécuter. Là, encore une fois, c'est du Python. On peut regarder un petit peu l'exploit, comment ça fonctionne. Alors, il y a des exploits qui sont plus faciles que d'autres à comprendre. Là, encore une fois, 34 lignes. Ok, donc on regarde, il tente de se connecter. On met notre adresse IP, l'adresse IP à nous pour récupérer le reverse shell. L'adresse IP de la victime, le port de la victime. Et en fait, ça va directement lancer un reverse shell et on se connecte avec des credentials qui s'appellent Vanilla Ice Cream et Vanilla Ice Cream. Donc, j'imagine encore que c'est une backdoor avec. Alors, je ne sais pas si c'est des développeurs ou s'il y a eu une attaque sur le binaire qui a fait que quelqu'un a réussi à rajouter ces credentials là. Mais en fait, ces credentials là existaient dans toutes les versions de ce Samba qui permettait à n'importe qui les connaissait de se connecter sans avoir besoin de connaître un autre mot de passe. Il y avait le no-up aussi. No-up avec... alors je crois que c'est plutôt ça, hein, le payload. Username, password. Je vais pas dire de conneries. Ouais, je crois que l'exploit c'était plus lié au no-up plutôt qu'à ça. Parce qu'on mettait le no-up au niveau du username, on pouvait l'exploiter comme ça. Je pense que c'était plus là l'erreur plutôt que le Vanilla Ice Cream. Je pense qu'il a mis là pour avoir des informations, mais c'était pas le plus pertinent. Ok, soit on va pouvoir faire notre search de user map, c'était quoi exactement? Map script, username map script, comme on dit. Username map script. On a encore un match, user map script, ça a l'air d'être correspondre à ça, commande d'exécution, Samba, ok. On va use 1, on va regarder les options qu'il demande. Là, on doit set le remote host, ok, et notre localhost. Pour connaître le localhost, on va faire IP-CA. On regarde le tunnel 0, vu qu'on est connecté en VPN à Hackthebox, et moi, c'est le 10.10.14.6, ok. Donc, on va set rhost, qui est 10.10.10.3. Le remote host et mon set host, mon adresse IP à moi c'est 10.10.14.6. Hop, on va run l'exploit et normalement, si tout se passe bien, on devrait obtenir un shell. Voilà, ici on a obtenu un shell, donc l'exploit a bien réussi. Là, il n'y a rien qui se passe, mais on a bien un shell et pour vérifier, on peut taper une commande, par exemple ID, pour vérifier quel droit nous avons. Et on peut voir qu'on est déjà en route. C'est pour ça que au niveau de Hackthebox, il y avait plus de routes que de users parce qu'on arrive directement en route et les gens vont directement chercher le flag route et oublient l'utilisateur. Si on veut, alors on pourrait pop un shell avec, on va dire, qui est un peu plus joli parce que là on voit pas notre retour. Bon, là en l'occurrence, ça n'a pas de grand intérêt parce qu'on est déjà en route, on n'a pas besoin de faire de l'énumération ou ce genre de choses. On va se rendre pour aller récupérer le flag route, le flag user qui est dans le slash home. Là, il y a plusieurs utilisateurs, mais ce qui ressemble plus à un user, c'est celui-là. Donc ls-là slash home slash makis. Hop, on peut voir qu'on a bien le user.txt, on peut le récupérer. Et ensuite, on peut se rendre dans le cd slash root pour récupérer également le root.txt. Voilà. Donc c'était une machine qui était vraiment simple, c'était l'une des premières de Hackthebox. J'espère que vous aurez quand même appris des choses. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.